Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette première capsule d'une série de 3 vidéos qui porteront sur l'optimisation de la pollinisation dans une démarche conjointe entre agriculteurs et apiculteurs. Cette première capsule parle des pollinisateurs. Aujourd'hui, il existe près de 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, dont environ 2 000 en Europe et 1 000 en France. 85% de la pollinisation des plantes à fleurs est effectuée par les insectes sauvages et seulement 15% par les abeilles domestiques. Les insectes pollinisateurs appartiennent à différents ordres, dont celui des hyménoptères, qui regroupe les abeilles, les guêpes, les bourdons, les fourmis, et c'est celui qui nous intéresse plus particulièrement. Le terme abeille regroupe les abeilles sauvages, les abeilles sandars, les abeilles domestiques, dont l'Apis mellifera, notre abeille mellifère pollinisatrice. Ce qui distingue l'Apis mellifera des autres abeilles, c'est sa façon très sophistiquée de récolter. Elle est utilisée pour la pollinisation des cultures. Comment reconnaître une abeille ? Une abeille, c'est un insecte avec 2 paires d'ailes, 3 paires de pattes et un thorax. Elles ont plusieurs tailles. Il y a des abeilles toutes petites, comme l'Apis florea en Inde, qu'on surnomme l'abeille naine, qui mesure quelques millimètres, jusqu'à la plus grosse, le xylocope, que l'on voit sur la glycine au printemps et qui peut aller jusqu'à 2 cm de longueur. La durée de vie des abeilles est variable. Certaines abeilles ne vivent que quelques semaines. En revanche, les reines de l'espèce Apis mellifera peuvent vivre jusqu'à 3 ou 4 ans dans leur colonie. Les abeilles ont une métamorphose complète, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs qui deviennent des larves, les larves deviennent des nymphes et les nymphes se transforment à la fin de leur développement en insectes parfaits, soit en ouvrières, soit en reines. Les abeilles font partie du groupe des apoïdes, car elles ont un dard pour piquer. Les apoïdes présentent aussi les caractéristiques de fonder un nid et d'avoir une langue souvent longue pour aller chercher au fond des fleurs le nectar qui leur sert d'énergie. Intéressons-nous maintenant aux abeilles marocaines. 2 espèces d'abeilles noires représentent les 2 tiers des colonies. L'Apis mellifera internissa, que l'on appelle aussi l'abeille thélienne, est la plus répandue. On la rencontre dans les régions du Rard, Chaouia, Tadla et dans le Moyen Atlas. L'Apis mellifera major évolue dans le Rif et vers Al-Hoceïma. Le dernier tiers est représenté par l'abeille saharienne ou l'abeille jaune d'or. Elle est présente du sud du Haut-Atlas, son berceau étant Figigue, et le Tafilahlet, au Sahara. Elle se caractérise par sa parfaite adaptation aux conditions dures et chaudes des régions arides. Toutefois, elle semble être en voie de disparition car elle est soumise à des contraintes naturelles menaçantes, la sécheresse, le baisse du nombre de colonies. Les races d'abeilles marocaines sont légèrement plus petites que les races européennes et leur biologie et leur comportement sont un peu différents. Elles sont plus promptes à quitter la ruche et à se défendre. Il y a plusieurs niveaux de sociabilité chez les abeilles. La plupart des espèces d'abeilles sont solitaires. La femelle vit seule. Elle pond en hiver une quinzaine d'œufs qui écloreront au printemps suivant. Les espèces dites grégaires font toutes leurs nids au même endroit pour rencontrer les mâles plus facilement, mais elles ne partagent rien. Les espèces communales peuvent partager leurs nids, mais pas les tâches et sont indépendantes. Les espèces semi-sociales sont des individus de la même génération qui forment des petites colonies, partagent le même nid et certaines tâches, avec la présence éventuelle d'une reine et des ouvrières. Les bourdons sont des insectes dits sociaux. La différence avec les espèces semi-sociales réside dans la présence de plusieurs générations, notamment d'ouvrières dans le même nid. Enfin, les abeilles eusociales, l'Apis mellifera, sont celles qu'on utilise en apiculture. Elles se caractérisent par une collaboration entre les individus et les soins au couvain, une division des tâches extrêmement évoluée et un chevauchement des générations. Les nids d'abeilles domestiques sont de véritables chefs-d'œuvre architecturaux, puisque les ouvrières produisent de la cire à partir d'écailles provenant des glandes qu'elles ont sous l'abdomen. Elles vont malaxer ces écailles de cire pour en faire des alvéoles et construire des centaines et des milliers d'alvéoles. Ces alvéoles vont constituer les rayons et elles vont bâtir 5, 6, 7, 10 rayons qui constitueront leur nid. C'est dans les cellules de ces rayons que l'élevage du couvain va être réalisé. Le couvain, ce sont les œufs pondus par la reine qui deviennent des larves et qui se transforment ensuite en nymphes puis en abeilles. Les alvéoles servent aussi à stocker la nourriture, le miel et le pollen récolté au printemps et en été. Les réserves accumulées leur permettent de passer l'hiver tout ensemble. Une ruche, c'est une colonie de 50 000 à 80 000 abeilles qui sont gérées par une seule reine. Au sein d'une ruche, il existe 3 castes. La reine, qui est toujours unique dans la colonie, les ouvrières, qui sont des dizaines de milliers, et les mâles. Ils ne sont que quelques milliers pour féconder la reine au printemps.
La colonie, c'est aussi une division rigoureuse du travail et c'est une plasticité comportementale grâce à un système de communication sophistiqué basé sur des phéromones. Plus de 50 molécules différentes qui permettent de transmettre des messages spécifiques tels que l'agression, la reconnaissance des congénères. Qu'est-ce que le polyétisme? C'est la division du travail chez les insectes sociaux. Comment se répartissent les tâches au sein de la colonie? Il existe deux types de division du travail. La reproduction par la reine et les faux bourdons, ce sont les mâles, et le travail des ouvrières en fonction de leur âge. Les tâches d'intérieur qui correspondent aux tâches des jeunes abeilles, nettoyer les cellules, produire la nourriture, s'occuper des larves, construire le nid, thermoréguler le nid, s'occuper des réserves rapportées par les butineuses. Les tâches d'extérieur, plus risquées, sont réservées aux abeilles les plus âgées. Butinage du nectar, du pollen, du propolis, de l'eau, indispensable quand il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de larves, et les gardiennes. En moyenne, une abeille devient butineuse à partir du 21e jour de son existence. Les ouvrières peuvent adapter leur comportement aux besoins de la ruche, plasticité comportementale extrêmement forte qui s'opère en fonction des besoins de la colonie. Le miel et le nectar sont très riches en sucre. C'est le carburant énergétique des abeilles. Ils sont indispensables à l'activité de butinage. Une partie du nectar est consommée pendant le butinage et le reste est utilisé pour faire du miel. Le pollen est très riche en protéines et acides aminés et contient des lipides, des sucres, des vitamines et des minéraux. Dans les conditions actuelles, le manque de pollen est problématique car il est essentiel au développement énergétique des jeunes abeilles, aux nourrices, pour produire la gelée royale et pour stocker des réserves énergétiques. Sans pollen, le couvain ne se développe pas. Une abeille a besoin de 4 mg de sucre par jour et entre 3 à 6 mg de pollen. Une abeille mellifère peut visiter de 50 à 1000 fleurs en un seul voyage, ce qui prend entre 30 minutes à 4 heures. Une colonie est composée de 25 000 ouvrières, chacune faisant 10 voyages par jour, et est donc capable de polliniser jusqu'à 250 millions de fleurs par jour. En un an, une ruche va produire du propolis, du miella, du nectar, entre 60 à 1600 kg, 40 kg de pollen, et elle va consommer entre 20 à 40 litres d'eau en fonction des régions. Par exemple, au Maroc, on peut donner l'été, pendant les fortes chaleurs, jusqu'à 10 litres d'eau par mois et par ruche. Il faut aussi noter l'aire de butinage. Elle va varier en fonction de la disponibilité de la nourriture que l'abeille va trouver. En moyenne, une abeille se déplace dans un rayon de 1,5 km autour de la ruche, mais on sait aujourd'hui qu'elle peut aller jusqu'à 10 km pour chercher de la nourriture. À présent, nous allons aborder le processus de pollinisation et de fécondation. Commençons par la pollinisation. C'est le voyage d'un grain de pollen, d'une étamine, organe mâle, sur l'organe femelle, le stigmate. La pollinisation nécessite un vecteur de transport. Cela peut être le vent, et on parle de plantes aménogames, ou les animaux, et on parle de plantes zoogames. Après la pollinisation, nous passons à la fécondation et à la germination. La fleur est constituée de 4 pièces florales insérées sur un réceptacle. Les sépales forment le calice. Les pétales forment la corolle. Les étamines produisent les grains de pollen. Les carpelles contiennent des ovules, souvent soudés entre eux, et forment le pistil. C'est la fonction femelle de la plante. L'extrémité du carpelle est le stigmate et sa fonction est de capturer le pollen. La grande majorité des plantes à fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois des étamines et des ovaires. Quand les grains de pollen d'une fleur se déposent sur ses propres stigmates, on parle de processus d'autofécondation. Et quand les grains de pollen proviennent d'une autre fleur, de la même plante, on parle d'autopollinisation. Si le grain de pollen arrive d'une autre plante, on parle d'allopollinisation. Les plantes pollinisées par les animaux offrent des ressources à leurs pollinisateurs. Le plus populaire, le nectar, un liquide sucré, et le pollen, ressource très riche en protéines. La fleur est un organe optimisé pour accueillir les abeilles. La couleur générale de la fleur, l'odeur qu'elle émet, le guidage par pattern visuel.
Sur son chemin vers le nectar, l'abeille va enduire son corps des grains de pollen à l'intérieur du tube pollinique, puis va déposer ceux qu'elle a sur son corps sur le stigmate d'une autre fleur et assurer ainsi la fécondation. La relation entre plante à fleurs et espèces qui pollinisent peut être plus ou moins exclusive. Certaines plantes sont visitées et pollinisées par de très nombreuses espèces, comme le charbon. Certaines espèces ont des relations totalement exclusives avec un seul pollinisateur. Exemple, l'ophrys et la mégachile des murailles. Regardons pour finir les différents types de pollinisation par les abeilles. Les framboises sont formées de multiples petites drupes ou drupéoles agglomérées. Chaque fruit est composé de 75 à 85 drupes qui doivent toutes être pollinisées pour obtenir un fruit complet. L'avocatier est dichogame, c'est-à-dire que les organes mâles et femelles ne se développent pas en même temps. Une fleur va donc s'ouvrir en deux fois, en tant que fleur femelle, puis en tant que fleur mâle. Il existe des variétés dont les fleurs femelles sont réceptives au pollen le matin, tandis que les fleurs mâles libèrent du pollen dans l'après-midi. Il existe aussi des variétés dont les fleurs femelles sont, à l'inverse, réceptives au pollen dans l'après-midi, tandis que les fleurs mâles libèrent du pollen le matin. Cela signifie que le rendement maximal de fruits a lieu lorsqu'il y a pollinisation croisée des deux types d'arbres. Il faut ensuite que les deux variétés d'avocats fleurissent en même temps et que des pollinisateurs aident à la pollinisation. Pour les pommiers, bien que certaines variétés soient parfaitement autofertiles, la majorité des variétés cultivées sont autostériles. Pour être fécondées, elles doivent être plantées à proximité d'une variété compatible, allogamie, qui fleurit en même temps, car la pollinisation est faite par les insectes, tels que les bourdons, les osmies ou les abeilles. Mais si ces insectes peuvent parcourir plusieurs kilomètres, l'idéal reste tout de même de planter deux variétés compatibles à quelques mètres l'une de l'autre. La pastèque, la courgette sont des plantes monoïques, à savoir portant sur le même plant des fleurs mâles et femelles à des endroits différents. Elles peuvent être autofécondées. Une fleur femelle peut être fertilisée par du pollen provenant d'une fleur mâle de la même plante. Cependant, les fécondations croisées sont prédominantes. La fleur femelle est fertilisée par du pollen provenant de différentes plantes de la même variété ou d'une autre variété. Il est important de bien comprendre la fécondation de chacune des espèces que l'on cherche à polliniser afin de mettre le bon nombre de ruches par hectare. Pour finir, voici un tableau avec des préconisations sur le nombre de ruches à installer par hectare pour bien polliniser une culture. Il faut garder à l'esprit que chaque région, chaque pays, chaque climat a ses caractéristiques. Ici au Maroc, on installe sur une parcelle de fruits rouges environ 5 ruches par hectare. Dans une parcelle arboricole, on va mettre entre 2 à 4 ruches par hectare. Il faut bien se renseigner auprès de son apiculteur et bien vérifier la pollinisation pendant la culture, car si le manque de ruches entraîne une mauvaise pollinisation, trop de ruches déclenche la guerre pour la nourriture entre les abeilles et peut aussi conduire à des malformations de fruits. Nous voici arrivés à la fin de cette première capsule. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour la suite de cette formation concernant la pollinisation et les abeilles. La prochaine fois, nous rentrerons dans le détail des relations entre agriculteurs et apiculteurs et à la façon d'agir pour que la pollinisation se déroule dans les meilleures conditions. À bientôt!